L'année dernière, le président français Emmanuel Macron a déclaré lors de sa première visite en Chine qu'il reviendrait au moins une fois par an, et effectivement il est revenu cette année. Les relations personnelles au plus haut niveau sont très importantes et on voit bien que la relation entre les deux présidents devient de plus en plus profonde. On peut dire que la récolte a été bonne pour les entreprises françaises lors de l'exposition internationale des importations. Qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises françaises? Qu'est-ce qui les attire? Ça permet aux nombreux visiteurs de comprendre que la France, ce n'est pas simplement ce que tout le monde sait. Le vin. Il y a beaucoup d'autres produits. Comment envisagez-vous le potentiel du développement du marché chinois, notamment en matière d'innovation technologique? Dans certains domaines de technologie, je pense à l'intelligence artificielle par exemple, oui. En un sens, la Chine va plus vite que la France. Donc là, il faut aussi imaginer des coopérations entre la Chine et la France, la Chine et l'Europe, pour que l'Europe ne soit pas marginalisée. Sur le problème de l'environnement, la France cherche beaucoup le soutien de la Chine sur le problème des changements climatiques. Lorsque la France et la Chine travaillent main dans la main, on va avancer. Il faut continuer à dire à nos amis américains que le problème du changement climatique, le problème de la biodiversité sont réels et que la seule solution, c'est une approche coordonnée de tous les membres des Nations Unies. Quelle place occupent les échanges culturels dans les relations sino-françaises? La culture est absolument essentielle quand on regarde les relations sino-françaises. Vous savez, je crois qu'un des points communs entre la Chine et la France, c'est que ces deux cultures cherchent toujours l'équilibre. Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Le président français Emmanuel Macron a effectué du 4 au 6 novembre une visite officielle en Chine à l'occasion de la deuxième édition de l'exposition internationale des importations de Chine, dont la France est cette année l'invité d'honneur. Quels ont été les sujets abordés lors de cette nouvelle rencontre entre les deux présidents? Comment vont évoluer les relations sino-françaises? Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons le plaisir de recevoir M. David Gosset, fondateur du Forum Europe-Chine. Bonjour, bienvenue dans Rencontre. Bonjour madame. L'année dernière, le président français Emmanuel Macron a déclaré lors de sa première visite en Chine qu'il reviendrait au moins une fois par an, et effectivement il est revenu cette année. Cela signifie-t-il que Macron accorde beaucoup d'importance aux relations sino-françaises? L'élection c'était 2017, première visite tout début de 2018 et c'était important. Cette annonce, cette promesse de venir une fois par an, donc la promesse est tenue et cette visite s'est vraiment très bien passée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce rythme, une fois par an, c'est que les choses sont en place. Et qu'on voit bien que la relation, parce que les relations personnelles sont très importantes, la France c'est la France, la Chine c'est la Chine, mais les relations personnelles au plus haut niveau sont très importantes et on voit bien que la relation entre les deux présidents devient de plus en plus profonde et ça c'est très bon pour le progrès des relations entre les deux pays. Alors, quel a été l'objectif de sa visite de cette année et quels ont été les sujets abordés lors de cette nouvelle rencontre entre les deux présidents? D'abord, je pense que c'était pas un hasard, les choses sont bien préparées. Shanghai et Pékin. Évidemment, à Shanghai, tout le monde a encore les yeux tournés vers la foire des importations. C'est un moment important et très symbolique parce que, d'ailleurs c'est remarquable le succès de cette foire. C'est la deuxième édition et le monde a déjà les yeux tournés vers cette activité, vers cet événement. Et cet événement, donc c'est pas la Chine qui exporte, mais c'est la Chine qui importe. Et au fond, c'est le symbole d'une ouverture que j'appellerais 2.0. Pour le président Emmanuel Macron,
de commencer sa visite par Shanghai et par un grand discours à la foire des importations, c'est une façon de soutenir cette ouverture 2.0 du président Xi Jinping, et c'était une façon pour le président français, avec le président chinois, de dire au monde combien il fallait protéger le multilatéralisme. Ça, c'était un message central de la visite. Et à côté des grandes affaires commerciales, mais surtout se tenir à distance des nouvelles formes de protectionnisme, des nouvelles formes de nationalisme, et comment reconstruire, réinventer le multilatéralisme pour le XXIe siècle, je crois qu'il y a eu aussi un message très très fort sur les sujets environnementaux. Ça a été un des thèmes repris par le président français, par le président chinois, pour justement faire en sorte que l'accord de Paris de 2015 soit appliqué. Là aussi, on est dans la continuité, et que la France et la Chine préparent ensemble le futur. Donc, commerce, avec d'ailleurs beaucoup d'accords commerciaux, c'est-à-dire pas les règles commerciales, mais on estime que pour les entreprises françaises, on a des montants de contrats aux alentours de 15 milliards de dollars, ce qui est évidemment significatif. Le troisième point qui a été important dans la visite, c'est de dire que la France, c'est la France, mais c'est aussi un pays de l'Union européenne. Et vous aurez noté que le président français était accompagné de personnalités européennes. Et il y a dans l'approche de M. Macron de la Chine, il y a cette dimension européenne, et je pense que c'est quelque chose aussi qui est bienvenu d'un point de vue de Pékin, parce que la Chine cherche des relations fortes avec l'Union européenne. Donc là encore, c'est un succès, non pas simplement pour les relations entre la Chine et la France, mais entre la Chine et l'Union européenne. Vous avez cité le montant des accords de l'année dernière. On peut dire que la récolte a été bonne pour les entreprises françaises lors de l'exposition internationale des importations. Tout à fait. Qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises françaises? Qu'est-ce qui les attire? Cette exposition, cette année, est encore plus un succès que l'année dernière, parce que ça permet, vous savez, le pavillon français qui s'appelle Choose France, donc choisir la France, ça permet aux nombreux visiteurs et au fond aux millions de Chinois qui, par les médias, par votre travail, donc découvrent ou redécouvrent la France, de comprendre que la France, ce n'est pas simplement la mode, ce que tout le monde sait. Le vin. Il y a beaucoup d'autres produits derrière. Et ce qui m'a frappé, alors de ce point de vue-là, pour parler de l'exposition et de son succès et du message qui est passé, c'est de dire les consommateurs chinois deviennent de plus en plus exigeants. Et ce qui est très intéressant. Mais d'ailleurs, ça s'inscrit aussi dans le moment de Xi Jinping, je dirais. Il y a une volonté de passer de la quantité à la qualité. Et je crois que c'est ce que montre le pavillon français. Et je crois qu'il a du succès, il attire, c'est qu'il y a une qualité qui est proposée par la France, les entreprises françaises, qui est quelque chose qui est recherché par les consommateurs chinois. Donc c'est une façon d'aller au-delà, si vous voulez, de ce qui est très connu déjà en Chine. Et j'étais très intéressé par le succès, par exemple, que rencontrent les produits français dans le domaine agroalimentaire. Ça, c'est très important. Donc les relations, je dirais, de manière très pratique entre les consommateurs chinois, les producteurs français, s'approfondissent, et dans le même temps, au plus haut niveau, entre le président français et le président chinois, on a aussi de plus en plus de synergie. Et ce qui me paraît intéressant de noter au fond, sur les grands problèmes du XXIe siècle, c'est l'alignement des positions entre la France et la Chine.
On voit bien qu'il y a un futur à préparer ensemble, et ce qui est très spécifique pour la France et la Chine, c'est qu'il y a une amitié qui ne date pas d'hier, c'est 55 années, tout à fait. Et on voit bien qu'au fond, il y a une demande, il y a un besoin de ces relations fortes du point de vue mondial, du point de vue global, il y a un besoin de ces relations fortes entre la France et la Chine. Et comme vous le disiez, M. Macron va revenir donc l'année prochaine et puis en 2021, etc. M. Xi Jinping aura l'occasion, dans d'autres forums multilatéraux, de rencontrer le président. Je pense on peut prévoir, on peut anticiper des synergies de plus en plus fortes entre nos deux pays, et je crois que c'est une très bonne nouvelle. Et la plupart des entreprises présentes mettent en avant leurs tout derniers produits, notamment en matière d'innovation technologique. Comment envisagez-vous le potentiel du développement du marché chinois? Dans la perception chinoise de la France, ce qui vient immédiatement à l'esprit, ce n'est pas forcément la technologie. Or, quand vous regardez la structure des relations commerciales, économiques entre la France et la Chine, il y a beaucoup de technologies. Le nucléaire, c'est l'aérospatiale, l'aéronautique, tout ça, ce sont des pages importantes. Des relations. Il ne faut pas aussi oublier que dans des choses très spécifiques et pointues, je pense à l'Institut Pasteur, il y a des coopérations très fortes entre la France et la Chine. Mais ça continue. Vous avez vu que Airbus va de l'avant à Tianjin, évidemment, ça c'est sino-européen, mais on sait que très bien la présence d'Airbus à Toulouse. Il y a eu des nouveaux accords dans le domaine des hélicoptères, ça c'est aussi significatif. Vous avez raison de mentionner toute la dimension spatiale, parce qu'il y a des coopérations profondes sur des satellites, notamment pour contrôler les affaires du climat, mais il faut voir que là aussi les choses évoluent très vite, et dans certains domaines de technologie, je pense à l'intelligence artificielle par exemple, en un sens, la Chine va plus vite que la France. Donc là, il faut aussi imaginer des coopérations entre la Chine et la France, la Chine et l'Europe, pour que l'Europe ne soit pas marginalisée. Et je suis un de ceux que quand on anticipe les relations entre les deux pays, entre les deux continents, il faut que dans le domaine quantique, dans le domaine des biotechnologies, encore une fois, dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous coopérions. C'est absolument essentiel. Et je crois pour la Chine, mais surtout dans ce cas pour l'Europe. La 5G. Tout à fait. Mais la 5G, ce que nos amis aux États-Unis et en Europe doivent comprendre, c'est que la Chine met en place la 5G, mais la Chine travaille déjà sur la 6G. Donc c'est pour ça que je suis un de ceux, si vous voulez, qui pensent que la Chine, contrairement à ce que beaucoup pensent en Occident, n'est pas loin de là condamnée à l'imitation. La Chine est déjà une puissance d'innovation. Cela peut surprendre dans certains milieux en Occident, mais au fond, ce n'est pas si surprenant que ça si on se souvient de l'histoire de la Chine. C'est ce que la Chine a été pendant la dynastie des Tang, pendant la dynastie des Song, au début des Ming. La Chine a été par le passé une force d'innovation, et des produits, une des illustrations de sa renaissance, c'est que la Chine est redevenue une puissance d'innovation. Et dans ce contexte, je pense qu'il faudra, dans les prochaines visites du président Macron, vous avez vu la première visite, c'était Xi'an, donc l'histoire, les nouvelles routes de la soie et Pékin. Seconde visite, Shanghai et Pékin. Et je pense qu'il devra se pencher sur Greater Bay Area à un certain moment, parce que je suis un de ceux, on parlait de l'ouverture 2.0, qui pensent que
cette intégration Hong Kong, Macao, Zhuhai, Guangzhou et d'autres villes de la province du Guangdong est absolument fondamentale et que et les États-Unis et l'Europe, et j'espère en particulier la France, devront être bien connectés à cette Silicon Valley avec ses 70 millions d'habitants. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré récemment que la Chine souhaite lancer au plus vite des discussions avec l'Europe sur un accord de libre-échange. Qu'en pensez-vous, puisque la Chine et l'Europe sont des grands partenaires commerciaux? Pour le moment, il faut arriver à un accord sur les investissements, qui est encore discuté, mais je pense que c'est en de bonne voie. Et en effet, je suis un de ceux qui pensent que le libre-échange est essentiel pour la croissance. Nous devons faire très attention parce que un des effets de la recrudescence du protectionnisme, c'est l'impact sur l'économie mondiale. Donc je disais certainement réinventer les règles du multilatéralisme, et ça c'est un travail aussi de proposition. Et je pense que la France, au plus haut niveau, et les experts chinois vont travailler, par exemple, pour la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, mais l'horizon d'un traité de libre-échange me paraît tout à fait sérieux. Ce sont des négociations qui sont très complexes, qui vont être longues, mais je pense que c'est très important de fixer un horizon. En parlant d'horizon et de chemin à parcourir ensemble, je pense que une des discussions aussi qui a été intéressante, c'est comment l'Europe et la Chine peuvent travailler pour co-construire ces nouvelles routes de la soie. Ça, c'est aussi une perspective qui est forte et qui nous permet, ce sont des sujets aussi qui ont été abordés lors de la visite de M. Macron, d'avoir une approche plus intelligente, à mon avis, plus coordonnée, vis-à-vis, par exemple, de l'Afrique. Donc, beaucoup de sujets, mais on le voit bien. Lorsque la France et la Chine se rencontrent au plus haut niveau, elles parlent des relations bilatérales, mais elles parlent aussi du monde. Et justement, l'Union européenne a mis en place une nouvelle stratégie visant à relier l'Europe à la Chine. Comment peut-on travailler pour une synergie entre la nouvelle stratégie et l'initiative Ceinture et Route? Comment la France peut jouer un rôle important? À mon avis, il faut identifier des projets. Cela doit se faire par, en effet, l'identification de projets qui puissent être menés de manière articulée et coordonnée. Et ça, on voit bien que la France et la Chine avancent aussi dans cette direction. Prenons, il ne s'agit pas des nouvelles routes de la soie, mais prenons par exemple la coopération sino-française dans le domaine nucléaire en Grande-Bretagne. Ça, c'est très important. Vous voyez, les Chinois et les Français travaillent ensemble dans un pays tiers. Eh bien, on peut imaginer ce type de coopération en Asie centrale, sur le continent eurasiatique, ou, et là c'est un appel que je lance, évidemment en Afrique, qui à bien des égards est le continent du futur, qui est important pour l'Europe, mais qui est aussi important pour la Chine, et qui est important évidemment pour les Africains eux-mêmes. Mais c'est là que je pense que quand il y a un tel climat de confiance entre la Chine et la France, il faut aussi se donner de l'ambition d'aller au-delà des relations bilatérales. Donc cela passe par des projets. Et évidemment, puisque la France et la Chine aussi s'accordent sur l'importance de la durabilité des problématiques environnementales, il faut que ces projets soient évidemment verts, que ces projets soient exemplaires dans le domaine de la protection de l'environnement. Et je pense que dans les semaines, les mois à venir, l'environnement va être un des sujets clés des conversations, des relations, du travail en commun sino-français. Et justement, sur le problème de l'environnement, la France cherche beaucoup le soutien de la Chine sur le problème des changements climatiques.
Quels sont les grands projets entre les deux pays dans la coopération de ces domaines? Par exemple, l'année prochaine, il y aura le COP15 qui se tiendra en Chine. Absolument. L'année prochaine, à Kunming, vous aurez en effet la COP15 qui aura pour sujet la biodiversité. Et déjà, la France et la Chine sont en train de préparer, parce qu'il y a des aspects techniques, en train de préparer les choses pour cette COP15 soient un grand succès. Et je pense que lorsque la France, c'est-à-dire en position aussi de mobiliser l'ensemble de l'Union européenne et la Chine travaillent main dans la main, on va avancer sur ces dossiers. Et il faut continuer à dire à nos amis américains qu'ils font fausse route, que le problème du changement climatique, le problème de la biodiversité sont réels et que la seule solution, c'est une approche coordonnée des 195 parties, enfin tous les membres des Nations Unies. Donc c'est un moment très important, mais ce qui nous donne espoir, évidemment, c'est de voir ces synergies franco-chinoises. Pour le dire d'une autre manière, qu'est-ce que serait un monde dans lequel aujourd'hui nous aurions des tensions entre la France et la Chine? Ça serait vraiment tragique. Non. Donc il y a cet espoir. La France, c'est l'Europe, c'est l'Occident, et elle peut travailler très bien, de manière constructive, avec la Chine. Donc ça veut dire que Chine et Occident, il n'y a pas de clash de civilisation qui est écrit, qui est un destin. On peut penser, se mettre en situation où les cultures non seulement ne rentrent pas en collision, mais elles s'enrichissent et elles contribuent au progrès économique, social, environnemental au niveau mondial. C'est un sujet très important parce que l'environnement nous appartient à tous. Et je sais que la France et la Chine ont déjà travaillé depuis très longtemps dans ce domaine. Je peux citer un exemple, par exemple le mois franco-chinois de l'environnement qui se tient depuis déjà 6 ans avec double ambition de renforcer la coopération sino-française, mais aussi de sensibiliser le grand public. Vous avez vu, ce qui est très intéressant aussi dans ce mois, et ça m'a frappé, et je crois que c'est très important, vous avez beaucoup de jeunes qui sont impliqués. Et je pense que ce mois est vraiment un succès. Et donc là, on voit pas simplement les présidents qui s'engagent, mais aussi les sociétés civiles et les nouvelles générations. Et la population. Exactement, la population. J'étais moi-même dans une initiative très intéressante à Wuhan pour travailler sur comment communiquer autour du sujet du changement climatique, parce que les scientifiques comprennent, mais c'est comment communiquer avec les entreprises, avec les médias, avec les jeunes générations, etc. Et là, ce mois de l'environnement sino-français me paraît une initiative véritablement parfaite pour sensibiliser la population. En fait, les échanges culturels entre les deux pays sont significatifs. Quelle place occupent les échanges culturels dans les relations sino-françaises? Les Français ont un profond respect pour la culture chinoise, cette ancienne civilisation. Et je pense aussi que la population chinoise connaît et a un respect pour la culture française. C'est ça qui fait la spécificité de la relation, une appréciation mutuelle de la culture de l'autre. Et donc, c'était un très beau cadeau. En effet, le roi Louis XIV était contemporain de Kangxi. Évidemment, Louis XIV n'a jamais rencontré Kangxi, l'empereur Kangxi. Mais ils se connaissaient. Et d'ailleurs, on a des lettres de Louis XIV envoyées à Kangxi. On ne comprend pas le mouvement des Lumières en Europe et particulièrement en France si on ne comprend pas l'influence de la Chine, si on n'intègre pas l'influence de la Chine à ce moment sur les grands esprits européens du XVIIIe siècle. Et puis, ensuite, l'histoire des relations culturelles à différents aspects. Mais j'observe ce qu'on appelle la diplomatie des musées.
Vous savez, il y a des très grands musées en France, et un des moments forts de la visite de M. Macron, c'est l'ouverture à Shanghai du musée Pompidou. Et ça, c'est un très beau moment et un très grand symbole de l'importance de la culture dans les relations franco-chinoises. Donc vous voyez, la culture est absolument essentielle quand on regarde les relations sino-françaises. Du point de vue culturel, par exemple, comment peut-on travailler pour renforcer la coopération en matière de protection du patrimoine culturel? Essentiel. Alors là, évidemment, l'UNESCO fait beaucoup, mais vous savez que son siège est à Paris. Donc l'UNESCO a des relations très particulières avec la France, et c'est un sujet important. Les experts français et chinois travaillent beaucoup, mais il faut continuer. Je pense que nous parlions tout à l'heure de la Renaissance chinoise. Un des aspects de la Renaissance chinoise, évidemment, c'est la renaissance intellectuelle et culturelle de la Chine. Donc, toutes ces problématiques sont au cœur des transformations de la Chine. Protection du patrimoine. Et là, entre la Chine et l'Europe, il y a un travail considérable à faire, qui ne peut pas, presque par définition, être fait entre la Chine et les États-Unis, parce qu'il n'y a pas cette dimension culturelle. Ça, c'est vraiment sino-européen et sino-français, mais il ne faut pas oublier les amis grecs ou les amis italiens qui, par ailleurs, développent des coopérations aussi très profondes avec la Chine. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui est l'artisanat. L'artisanat, tous ces arts de la main. Vous regardez la haute couture, ce que parfois les observateurs oublient, c'est de voir que derrière une robe magnifique, vous avez beaucoup de travail de la main. Vous avez des artisans délicats. Ce qu'on observe aussi, c'est que dans le cadre de la Renaissance chinoise, l'artisanat chinois est en train de fleurir ou de refleurir, n'est-ce pas? Et là, il y a des dialogues très intéressants à mettre en place. C'est un domaine qu'il faut protéger, même avec la modernisation. Tout à fait, et trouver le bon équilibre entre ce que j'appelle les technologies et les humanités. Et ça, c'est une histoire d'équilibre. Vous savez, je crois qu'un des points communs entre la Chine et la France, il y en a de nombreux, il y a des différences, mais un des points communs qui me paraît très porteur d'avenir et au fond porteur de sagesse, c'est que ces deux cultures cherchent toujours l'équilibre. Et évite les extrêmes. Vous savez, en Chine, vous avez une compréhension très sage du juste milieu. Je pense que la France aussi a cette compréhension. Alors, c'est le juste milieu entre la justice sociale et l'efficacité économique, mais c'est aussi le juste milieu entre la technologie, l'intelligence artificielle, mais aussi l'artisanat ou les humanités. Et pour finir, quels sont vos souhaits pour l'avenir des relations sino-françaises? Parce que cette année, nous célébrons les 50-50 amitiés. Je suis très optimiste pour ces deux pays et les relations. C'est très intéressant cette conversation que nous avons eue parce qu'on a mentionné au fond 1964, Charles de Gaulle, quelque chose de très spécifique. Mais on a aussi mentionné Louis XIV et Kangxi. Il faut essayer de penser, d'imaginer déjà quelles seront les relations en 2050. Et à mon avis, grâce aux jeunes générations, parce que ce que je souhaite aussi, c'est de voir, il y a 30 000 étudiants chinois environ en France. À mon avis, c'est pas assez, et il n'y a certainement pas assez d'étudiants français en Chine. Mais je pense que le nombre va s'accroître et que nous préparons déjà les coopérations et les synergies du futur. Encore une fois, qui sont essentielles pour la Chine, pour la France, pour l'Europe, mais aussi pour le monde entier. Pour le monde entier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame.